Des millions de salariés sont au chômage partiel et vivent avec des salaires amputés qui remettent en cause leurs conditions d'existence. Des centaines de milliers d'autres ont perdu leur emploi ou risquent de le perdre. Des millions de salariés subissent le télétravail imposé, qui connaissons des situations de travail dégradées, sans cadre réglementaire, atomisées, individualisées, sans lien social, et surtout, sans possibilité de se regrouper et de mener des actions collectives pour pouvoir se défendre. Des artistes et des travailleurs du spectacle et de la culture ne peuvent plus exercer leurs activités et se retrouvent dans des situations catastrophiques. Mes chers camarades, ces travailleurs du spectacle et de la culture qui aujourd'hui occupent les théâtres, les maisons de la culture, les musées, ils ont raison. Et la question qui nous est posée à nous syndicalistes, c'est pas que seulement les maisons de la culture, les théâtres et les musées sont occupés. C'est que les usines, les services, les établissements soient occupés, et soient occupés dans le cadre de la grève interprofessionnelle. Il ne peut pas y avoir une catégorie qui reste isolée. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons apporté notre soutien à ces travailleurs du spectacle. D'autant plus que je me souviens d'une phrase de Fernand Pelloutier, le fondateur de la vieille CGT, celle que nous continuons, nous, à Force ouvrière, qui disait « La société a besoin de gens résignés. Et nous défendons l'art, car le rôle de l'art, c'est de faire des révoltés. » Pelloutier avait raison. Et nous avons raison de reprendre cette phrase, et nous avons raison de soutenir les travailleurs du spectacle. Mais mes chers camarades, c'est la même chose pour les travailleurs saisonniers, ceux du tourisme, des activités de loisirs, de l'hôtellerie. Les jeunes, les apprentis, les étudiants sont privés de cours d'université et ont droit qu'à une formation au rabais qui interdit de leur avenir. Cette jeunesse est privée de liens sociaux, subit de plein fouet toutes les restrictions de liberté, victime de la répression. Ceux qui avaient un petit boulot l'ont perdu et se retrouvent à faire la queue devant les banques alimentaires. Et mes chers camarades, ce gouvernement qui est pauvre, pauvre comme Job, pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les services publics, pour les salaires, pour les droits des travailleurs, pour les infrastructures dont le pays a besoin. Ce gouvernement qui est pauvre et riche à milliards pour les patrons qui organisent des plans de restructuration grâce aux aides de l'État, grâce aux exonérations fiscales ou sociales, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans la chimie, dans la grande distribution. Des centaines de milliers de salariés, au travers de ces plans, sont menacés dans leur emploi. Et il poursuit, au nom de la diminution des services publics, des dépenses publiques, le démantèlement de tous les services publics, la suppression de postes de fonctionnaires, le développement de l'emploi précaire, la fermeture des services, l'hypocrisie de l'hypocrisie, ce gouvernement qui tresse des lauriers pour les soignants, c'est le même qui continue sa politique de fermeture des lits, sa politique de fermeture de services, et qui continue de restreindre les emplois. L'hypocrisie de l'hypocrisie. Et nous avons raison, les personnels ont raison de résister à tout ça. Mes chers camarades, protéger la population, loin de protéger la population, ce gouvernement l'entraîne dans un cataclysme en prévoyant de pérenniser et d'amplifier cette politique de destruction sociale. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, bien loin. Il y a quelques jours, vous allez voir, c'est de bonne lecture, un politologue
J'ai oublié son nom. Il y en a tellement. Il y a au moins une production. Celui ou celle qui a dit Alzheimer va payer cher. Voilà. On dit des trucs sur les retraités, les gens d'un certain âge. Tu vois, Jacques, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, oui. Et donc, ce politologue dont Jacques vient de me citer le nom, exprimait son angoisse dans un journal patronal qui s'appelle Les Échos, et il disait que, selon lui, la France est sur un volcan. Ce faisant, je vous disais, tel habitant de l'Auvergne, la France est devenue l'Auvergne, où l'Auvergne est terre volcanique, s'est développée. Et il se posait la question, la colère sociale qui préexistait au Covid, colère sur les retraites, colère lors des Gilets jaunes, a-t-elle été aplanie par un an d'hibernation? Appréciez l'expression. Le confinement, la restriction des libertés, c'est l'hibernation. Chers camarades, depuis, j'ai bien compris, le 15 mars 2020, c'est l'hiver. Eh bien nous allons commencer le printemps. Et j'ai pas l'impression, d'ailleurs, que nous étions en hiver, que nous étions en manifestation avec les hospitaliers ou avec les enseignants, ou avec les travailleurs d'Auvergne-et-du-Val, ou avec ceux de Auchan, ou avec d'autres catégories. Et il disait, cette situation, cette colère, va-t-elle rejaillir avec le dégel? Et il ajoutait, c'est la grande interrogation de l'équipe au pouvoir. Mes chers camarades, je suis rassuré, le gouvernement s'interroge. Mais nous avons des réponses. Ils peuvent s'interroger, les politologues, le gouvernement, les patrons, malgré la volonté de museler la résistance des travailleurs et des jeunes. Celle-ci, je vous le disais, ne s'est jamais arrêtée. De partout, sourd la colère des travailleurs et des jeunes, la colère légitime. Travailleurs et jeunes qui se mobilisent, ici et là, pour leurs revendications, pour la défense des libertés. Mes chers camarades, nous pouvons dire c'est notre fierté. FO n'a jamais confiné l'action syndicale, n'a jamais baissé la garde. C'est notre rôle de syndicat libre et indépendant de déjouer les arguments et les manœuvres du gouvernement et des patrons et d'organiser la mobilisation interprofessionnelle des travailleurs pour leurs revendications et in fine pour l'émancipation sociale. Mes chers camarades, c'est vrai que nous militons jour après jour, pied à pied pour les revendications sociales. Mais il ne faut jamais oublier cet objectif d'émancipation sociale. C'est dans la charte d'Amiens, c'est dans les fondements du syndicalisme ouvrier confédéré. Il ne faut jamais oublier, nous sommes pour l'émancipation sociale, pour l'émancipation totale des travailleurs, du prolétariat, comme on disait au XIXe siècle. Il ne faut surtout pas l'oublier. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la Commune de Paris, c'est-à-dire la volonté des travailleurs de prendre en main leur destin pour établir la République sociale. Chers camarades, il y a 150 ans, derrière le drapeau rouge, qui est notre drapeau, les communards, en s'attaquant à la propriété privée des moyens de production, voulaient réorganiser l'économie au profit de la population et non pas pour les intérêts privés. Ils avaient déjà instauré l'enseignement public gratuit et laïque. Ils avaient conçu un système de santé publique, une législation de protection du travail et établi le salaire minimum légal. Mes chers camarades, même pas 80 jours, mais en 80 jours, des ouvriers, des hommes et des femmes, la population, ont réalisé ce que les gouvernements capitalistes aujourd'hui remettent en cause. Nous, mes chers camarades, nous nous souvenons que cette immense espérance
a été réprimée dans le sang sans pitié par le gouvernement des Versaillais, par le gouvernement d'Adolphe Thiers. Mes chers camarades, j'ai envie de vous dire que le Thiers d'aujourd'hui, il s'appelle Emmanuel Macron. Peut-être en pire. Cette aspiration, mes chers camarades, reste cependant pleinement d'actualité. Et nous en sommes, nous, militants syndicalistes, les héritiers, les dépositaires, et contre Macron, qui le Thiers d'aujourd'hui, nous devons organiser la résistance sociale pour que cette aspiration se rêve des communards de 1871, de générations de travailleurs qui, le 1er mai en 1er mai, de grève en grève, n'ont jamais cessé de se battre pour la justice sociale et pour l'émancipation des travailleurs, pour que ce rêve devienne la réalité. Mes chers camarades, 1er mai 2021, 150 ans après, la Commune de Paris, nous le disons, la Commune est toujours en lutte et nous serons vainqueurs. Alors, mes chers camarades, vive la Commune, vive la sociale, vive la Confédération générale du travail France ouvrière. Et il y a 150 ans, le 26 ou 27 mai 1871, dans un bâtiment des hauteurs de Belleville, dernier foyer de résistance, un vague poète, pauvre comme peuvent être les poètes, avant de s'enfuir et de s'exiler aux États-Unis, donnait lecture aux quelques combattants qui restaient devant lui d'un poème qu'il venait d'écrire. Ce poète anonyme, à ce moment-là, est mort sans savoir que son poème allait connaître un certain destin. Et puis, quelques années après, un autre militant syndicaliste qui faisait partie d'une fanfare syndicale a lu le poème et a décidé de le mettre en musique. C'est pareil, il ne savait pas qu'il avait réalisé la musique d'un tube. Mes chers camarades, le poète, c'est Eugène Pottier. Le musicien, c'est Pierre de Jeter. Le poème devenu une chanson, c'est l'Internationale. Alors nous allons chanter l'Internationale. En mémoire de la Commune, en mémoire des travailleurs qui se battent aujourd'hui partout, en Birmanie, en Algérie, au Moyen-Orient, en Palestine, en Amérique du Sud, jusqu'aux États-Unis, dans le mouvement contre le racisme. Nous allons chanter l'Internationale pour montrer que nous sommes les héritiers de ce grand mouvement. Et comme je le disais, que nous nous battrons et que nous nous battrons pour l'émancipation sociale que nous allons vaincre. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisons table rase, fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, pour nous et demain. La terre